Aujourd'hui, on parle du sommeil, On sujet. parle, on parle du dodo, sujet tellement important. J'espère qu'on est un peu plus fraîche que la dernière fois qu'on a fait ce sujet, sachant qu'on a abordé quelques sujets pour les gens qui vont nous rejoindre et pour ceux qui regarderont la vidéo plus tard. On va vous repartager le lien. Vous allez beaucoup rigoler. On a déjà abordé quelques sujets, mais on va réaborder quelques sujets. On va en aborder d'autres aussi, parce que je pense que c'est un sujet un peu sans fin, le sommeil. Hein. C'est un peu le sujet il est tellement important, il décide de tellement de choses dans notre vie que quelque part il est Mhm. important que justement le sommeil on l'aborde comme thème, quoi. Ouais, ouais, complètement, tout à fait. Et d'ailleurs, c'était drôle. Tu avais partagé un extrait de la vidéo précédente. En effet, on n'était pas très réveillés. Là, je pense que ça ira beaucoup mieux que la dernière fois. Ça va, on a bien dormi cette fois-ci. On est un C'est peu parfait. plus, on est un peu plus fraîche. Ouais, Parfait. je te laisse commencer. Ok, alors du coup, quand on parle de sommeil en feng shui, déjà, ça évoque trois choses si on veut catégoriser. En feng shui, le sommeil, ça va, comment dire, en feng shui, le sommeil peut être impacté par trois choses. Déjà, l'encombrement, le bazar, toutes les choses qui traînent chez soi. On voit pas forcément de lien a priori entre justement ce bazar et le problème de sommeil, sauf qu'en fait, comment dire, derrière, ce qu'il y a, c'est la question de la charge mentale. La deuxième chose, ça va être la notion d'aménagement de la chambre. Mhm. Et enfin, la question des directions favorables. Donc je résume. En feng shui, ce qui va impacter le sommeil, ça va être les questions de charge mentale qui sont reflétées dans la maison, la question de l'aménagement de la chambre, c'est-à-dire est-ce qu'on a optimisé la chambre pour qu'elle nous accompagne dans nos cycles de sommeil, dans notre endormissement, puisqu'en fait au final dans la chambre, ce qui va être présent dans la chambre, ce sont les dernières choses qu'on va voir et les premières choses qu'on va voir. Et enfin, est-ce qu'on est dans nos bonnes directions quoi en feng shui pour pouvoir se recharger la nuit comme on se recharge, comme on recharge son téléphone. Tout à fait. Et on se rend pas compte à quel point en feng shui c'est très important et très intéressant le sommeil parce que justement j'ai presque envie de dire que c'est le sujet central. C'est horrible de dire ça mais c'est vrai, c'est-à-dire que quoi qu'on aménage comme lieu de vie, il faut un lieu de vie dans lequel on va dormir. C'est le premier endroit auquel on pense, même dans une chambre de cité universitaire où il n'y a pas de Mhm. salle de bain. Eh ben, c'est un lit qui va y avoir en premier lieu. Alors, en général, c'est aussi des cuisines partagées ou bien c'est une toute petite kitchenette qu'on a, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est le lit et c'est la façon dont on dort. Effectivement, le sommeil, j'ai envie de dire en feng shui, c'est primordial. C'est une des quêtes vraiment principales en fait du feng shui. Oui, oui, de toute façon, tout à fait, parce que au final, le sommeil est central dans la vie, comme tu le disais. Une des méthodes de torture utilisées, c'est d'empêcher les gens de dormir. Oui, Parce qu'à un moment, voilà, tu vas nous en parler en détail, mais à un moment, les liens cognitifs ne se font plus, les liens entre les neurones ne se font plus. Voilà, c'est comment faire dérailler une machine, vous empêchez les gens de dormir. Donc en fait, exactement. les personnes effectivement, qui ont des problèmes de sommeil sont dans une réelle souffrance. Et c'est là où en feng shui, on va faire de notre mieux pour les accompagner dans un mieux-être. Parce que quand vous dormez mal, voilà, vous avez du mal à garder une humeur égale, vous avez du mal à garder une sérénité, vous avez du mal à faire des choix, vous avez du mal à réagir à certaines situations, qu'elles soient mentales ou juste vraiment physiques. Vous pouvez faire des erreurs, vous pouvez vous blesser. Il y a plein de choses qui sont liées aux problématiques de sommeil et ça peut tendre, on va en parler ensemble, ça peut tendre aussi les relations. Alors qu'en fait, voilà, il y a plein de choses. Et en fait, le sommeil, alors on peut le soigner d'un point de vue médical. On est les premiers consommateurs justement de médicaments pour dormir. Le nom m'échappe. Je sais pas si tu peux m'aider là-dessus. C'est les médicaments qu'on prend pour dormir. On est Somnifère. si on est les premiers consommateurs de somnifères en France, voilà, par rapport aux autres pays européens. Et derrière, on ne soigne pas vraiment la cause. Et ce qui nous intéresse ici dans cette discussion, c'est comment faire autrement que de façon médicamenteuse pour justement aider à l'endormissement et au sommeil plus apaisé. Mais surtout que la plupart du temps, le sommeil médicamenteux, c'est pas un sommeil réparateur. C'est un sommeil induit et du coup c'est un sommeil chimique. C'est pas du tout le sommeil de qualité, c'est-à-dire que c'est le sommeil pour dormir, pour se donner l'impression qu'on a dormi. Ça ne fait pas l'effet d'un sommeil. On a même plus d'efficacité en faisant des petites siestes dans la journée quand on manque de sommeil que d'utiliser un sommeil médicamenteux en termes de réparation. Donc
Le sommeil, ça reste un sujet extrêmement délicat, extrêmement important. Mhm. Je suis 100% d'accord sur le fait que ça joue beaucoup sur l'humeur. Il y a des gens, lorsqu'ils n'ont pas mangé, ils sont grognons. Moi, c'est quand j'ai mal dormi. Oui, bah, je comprends. Moi, je suis une marmotte, il faut me laisser dormir. Si j'ai pas dormi mon minimum de 7 heures et mon magnifique maximum de 9 heures, des fois 10 heures, ça ne marche pas du tout en fait si je n'ai pas dormi mon quota. Donc oui, le sommeil, c'est un sujet super important auquel il faut vraiment se consacrer, il faut vraiment se donner enfin, un certain recul sur est-ce que je fais tout ce qu'il faut pour que le sommeil, ça se passe bien? Est-ce que déjà, comme on l'a dit en feng shui, tu as bien aménagé ta chambre pour dormir? Parce que arriver dans une chambre où c'est le bordel, où il y a, désolé, hein, on appelle les choses par les choses, enfin par leur nom, mais une chambre où c'est le bordel, où tout est encombré, où il y a plein d'objets dedans, etc. Au niveau qualité de sommeil, c'est pas du tout évident. Est-ce que c'est une chambre où justement il fait trop chaud, il fait trop froid aussi? On va se poser un petit peu ces questions-là parce que en général, il y a des gens qui dorment bien qu'avec la fenêtre ouverte Mhm. toute l'année, vraiment toute l'année. Mhm. Parce qu'une certaine fraîcheur, elle garantit un bon sommeil. C'est pour ça qu'on n'a pas toujours un bon sommeil pendant l'été parce qu'il fait très chaud. Mhm. Puis en plus, on se fait attaquer par des moustiques, etc. Donc le sommeil, c'est un sujet délicat. Et c'est d'autant plus un sujet délicat qu'il faut des fois aussi se poser la question de est-ce qu'on a un sommeil morcelé? Mhm. C'est-à-dire que est-ce qu'on dort d'une traite? Est-ce Mhm. qu'on parvient à dormir d'une traite? Ou est-ce qu'on se fait des phases d'éveil dans la nuit? Plus on prend l'âge, plus on arrive à un certain âge, plus il se trouve que bah, forcément, bah, on arrive de moins en moins bien à avoir du sommeil ou à faire du sommeil. Donc, ça, c'est un sujet qui reste d'autant plus important. J'aimerais te poser une question, toi-même, si tu devais dire c'est quoi le sommeil idéal? Alors pour moi, le sommeil idéal, c'est un sommeil où déjà tu rentres dans le sommeil de façon apaisée. C'est-à-dire que tu rentres pas dans la course en disant oh là, il est 20, je sais pas, 23h, 23h30. Il faut que j'aille dormir. Déjà, ton corps est en stress et quelque part tu le stresses à aller dormir. Donc je dirais déjà, c'est un sommeil où tu rentres dans le sommeil de façon apaisée. Tu as un moment où tu es peut-être dans ton lit, avec soit de la musique si tu aimes la musique, soit une lumière tamisée. On parlera après l'aménagement des chambres parce que c'est un sujet très important comme tu l'as souligné. Et aussi avec cette notion de être conscient encore une fois que le sommeil c'est quelque chose qui est primordial. Donc justement être dans cette logique de je priorise ma qualité de sommeil. Donc si par exemple on a des animaux qui peuvent être perturbateurs, ben s'autoriser à mettre cette limite personnelle de ok en fait on les fait dormir ailleurs, c'est pas grave, ils vont pas se sentir rejetés pour autant, on leur explique. Et puis de la même façon, faire en sorte de prioriser cette qualité de sommeil. Parce qu'il y a des personnes, tu l'as dit, qui vont avoir un sommeil morcelé. T'as des personnes qui vont peu dormir, mais vont avoir besoin de refaire des siestes dans la journée. Donc, je pense qu'il n'y a pas un sommeil idéal. Par contre, ce qui est important, c'est de faire de ce sommeil un réel rituel dans la journée et non pas une obligation. Intéressant. Il y a aussi un sujet important, souvent, c'est justement le sommeil avec bah, sa compagne ou son compagnon, de dormir en couple. Alors, moi, j'utilise un outil pour travailler qui s'appelle Human Design. On dit précisément en Human Design qu'il y a certains profils, il ne faut pas qu'ils dorment avec d'autres personnes. C'est-à-dire que ils peuvent se faire tellement perturber par les énergies de l'autre personne dans le sommeil qu'il vaut mieux carrément qu'ils dorment tout seuls ou qu'ils fassent presque chambre à part, ce qui est pas toujours évident de nos jours pour des raisons économiques, pour des raisons d'aménagement, etc. Mais ça reste un sujet, le fait de dormir avec des animaux ou de dormir avec quelqu'un d'autre, qui peut être un élément perturbateur du sommeil. Donc, c'est aussi trouver une harmonisation, en fait, de sommeil avec son partenaire quand on dort dans le même lit ou accepter l'idée que de temps en temps, bah, on dort pas forcément dans le même lit parce que ça reste un véritable perturbateur. Si ça peut vraiment empêcher de dormir, c'est pas bon signe sur le long terme. Ça peut poser des problèmes. Ça peut aussi être les perturbateurs de sommeil qui sont des bruits environnement, des bruits vraiment problématiques. C'est pour ça qu'en général, on ne fait pas de travaux la nuit, en général. Il se trouve que ces derniers temps, j'ai pu expérimenter ce que c'était des travaux de nuit à côté de chez moi à 2 heures du matin. C'était assez rock'n'roll. Et puis des travaux de voie publique, hein, pas des travaux de chez les gens, hein, pas de, voilà.
Et du coup, des bruits, ça peut être aussi des lumières. Il y a Mhm. des gens qui peuvent être sensibles à la lumière pour dormir. Je fais partie aussi de ces gens-là. Je suis obligée de porter un masque parce que c'est compliqué Mhm. pour moi. La lumière lorsqu'elle pénètre mes paupières, ça me réveille. Donc, c'est compliqué pour moi de m'endormir. J'ai besoin d'un vrai noir total. Donc, aussi, des fois, cultiver tout un ensemble d'éléments qui vont permettre de dormir sainement, des boules qui un masque, et puis ça va être aussi la ritualisation du sommeil, c'est-à-dire le sommeil, c'est un truc qu'on induit. Le cerveau va se mettre à un moment donné à perdre un état de conscience. Il bascule. Souvent, c'est un espèce d'impression de chute. Et il y a des gens qui ont du mal, en fait, à s'endormir à cause de cette impression de chute. C'est-à-dire que le moment où on lâche prise, ça leur fait une espèce d'angoisse et du coup, ça les réveille. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'adrénaline, donc on ne peut pas lâcher prise. Et c'est une anxiété profonde, en fait, ça. Ça peut être pour beaucoup de gens une anxiété profonde. Il y a des gens qui s'endorment qu'après l'épuisement, en fait, réel physique. Et c'est compliqué pour eux de s'endormir parce que justement, lorsqu'ils s'endormaient, bah, des fois, il se passait des choses et leur corps, il s'en souvient. Et il en a Mhm. peur. Et on va Mhm. pas parler de Gisèle Bellico, mais forcément, en ce moment, j'imagine que Madame Pellico, elle doit avoir du mal à dormir et que ça fait des années qu'elle a toujours du mal à dormir pour une bonne raison, parce que justement, elle a fait que des sommeils induits et en plus, bah, il s'est passé des choses horribles pendant son sommeil. Donc, ça doit être assez compliqué aujourd'hui de s'endormir quand on doit être en sécurité. Donc, s'endormir avec un climat de sécurité, c'est aussi très important, savoir créer de la sécurité dans son environnement. Et je pense que ça passe forcément par le fait de aménager son environnement de façon saine et sereine. Par Mhm. exemple, pour donner aussi un exemple, ma chambre à coucher, c'est un espace où bah déjà je suis dans ma direction qui est la direction de l'harmonie pour moi et de la santé. Donc ça reste en feng shui une bonne direction pour dormir, hein. L'expert feng shui elle confirmera. Mais aussi je dois donc dans cette pièce parce que c'est du grand bois mettre des choses qui sont végétales, qui sont beaucoup de bois, beaucoup d'éléments bois. Donc j'ai mis beaucoup d'éléments bois dans ma chambre en suivant encore les recommandations feng shui de l'experte. Et j'ai mis des éléments qui faisaient de la décoration comme de la forêt parce que s'il y a un endroit où je me sens vraiment, vraiment en sécurité, c'est la forêt. Donc, Mhm. c'est de créer ce genre d'environnement. Comme quoi, il y a aussi une dimension d'éco dans le feng shui qui est assez importante, qui est celle de savoir aménager son environnement en fonction de ce qu'il y a comme élément qu'il faut mettre, mais aussi de pouvoir avoir une déco qui est aussi psychiquement évoque des choses qui, pour nous, nous font plaisir et sont sécurisantes. Alors, tout à fait, tu as très bien résumé les choses. C'est qu'en fait, ces trois dimensions sont importantes. C'est-à-dire déjà, comment dire, prendre en compte le fait qu'on est dans un secteur, donc déjà effectivement le nourrir. Comme tu disais, faire de cette pièce une pièce sécurisante, tout à fait. De la même façon, il y a des personnes qui vont avoir besoin de vérifier que les portes sont fermées à clé, que voilà, on est dans un environnement qui est de toute façon sécurisé. On a aussi besoin de cette sécurité quelque part. Alors, je reviens sur la charge mentale. On a aussi besoin de cet espace un petit peu cocon. Pour moi, une chambre, c'est vraiment un espace de son, comme tu as dit. La fonction première, c'est de dormir. Donc c'est super important aussi que cette fonction-là elle soit respectée, c'est-à-dire qu'on ait des lumières tamisées. Vous voyez là, je me suis mis dans mon coin chambre justement. Vous voyez la lumière, elle est diffuse, elle est tamisée, et j'ai en plus un régulateur de lumière entre une lumière jaune. Là, elle est plutôt blanche parce qu'on est sur un format vidéo, mais sinon effectivement quand on est sur de l'endormissement, on est sur une lumière plutôt jaune. Par contre, quand je dois lire, je passe sur une lumière plutôt blanche. Voilà. Donc en fait, il y a ces notions justement de pouvoir jouer sur la lumière. Tu parles de la déco, c'est très vrai, c'est hyper important d'être dans un environnement aussi qui vous fait plaisir au niveau visuel et qui va jouer, comme tu le disais, sur votre cerveau positivement, que ce soit sur la sécurité, sur le bien-être, sur des affirmations positives. Moi, j'ai justement un tableau en face de mon lit qui est important pour moi en ce moment. Alors c'est quelque chose qui me challenge, j'ai besoin d'être challengée, donc du coup j'ai un tableau que l'amie dessinatrice m'a fait avec marqué Face Your Fear, en français, fais face à tes peurs. Et oui, effectivement c'est un peu challengeant, mais parce que moi en ce moment voilà, tu es ma coach aussi, donc tu sais très bien de quoi je parle, parce qu'on travaille ensemble là-dessus, mais j'ai besoin justement d'être dans le challenge. Donc en fait, on pourrait se dire oh là là c'est un peu stimulant, quelqu'un qui a besoin d'être dans un environnement plutôt de sérénité en ce moment, et bien du coup être plutôt sur quelque chose en face de son lit qui va rappeler la sécurité. Je le rappelle, c'est quand même la première chose que vous voyez en vous levant, que vous le vouliez ou non. Si effectivement vous avez l'usage de la vue et si effectivement vous avez quelque chose qui va vous stresser dès le début de la journée, qui va vous stresser en vous endormant, ce n'est pas bon pour vous. Il y a aussi cette notion d'encombrement. Si vous êtes dans une chambre qui est encombrée,
vous allez avoir cette charge mentale au coucher de oh, faut vraiment que je range et au lever de faut vraiment que je range. Donc ça aussi, mettre en place des routines avant le sommeil. J'ai adopté ça, moi qui n'aime pas les routines, mais ça fonctionne très très bien sur mon sommeil. Le fait de faire une demi-heure de rangement, que je sois fatiguée ou non, hors épuisement. Si je suis vraiment fatiguée, je suis dans la bienveillance envers moi-même, mais sinon, cette routine de je prends une demi-heure et je fais le tour de l'appart, il n'y a plus de vaisselle qui traîne, tout est fait, les poubelles, tout est jeté dans les poubelles, comment dire, voilà, j'ai vérifié que mes chattes avaient de quoi manger, de quoi boire, enfin voilà, tout est fait pour faire que quand moi je m'endors, je sais que tout va bien dans la maison et que quand je vais me réveiller, ça va pas être la course contre la montre avant même de commencer ma journée qui est déjà effectivement bien rythmée. Et il y a aussi cette notion de fonction. Tu en parlais, une chambre, ça a la fonction première de dormir, mais pour certaines personnes, dont les enfants, les étudiants, tu as tout à fait raison, ou les gens qui vivent en studio parce qu'ils sont dans des grandes villes onéreuses, ou effectivement par rapport à leur mode de vie, la chambre va prendre plusieurs fonctions. Donc idéalement, c'est très important de pouvoir différencier dans l'espace et dans le temps les fonctions de la chambre, c'est-à-dire avoir de la modularité, pouvoir ranger peut-être des éléments de cours ou de travail pour les personnes qui travaillent de chez elles et qui ont un petit appartement. Ça va être pour les enfants ranger les jeux, les jouets, et idéalement ne pas travailler dans la chambre si c'est possible, notamment pour les enfants qui ont des TDAH ou qui ont des problèmes de concentration. Ça va être compliqué pour eux de travailler, j'extrapole un peu, mais de travailler dans la chambre alors qu'il y a les jouets à côté. Et ça va être difficile de bien dormir alors qu'on a la stimulation des jouets en face de soi. On jouerait bien encore un peu avant d'aller dormir. Et puis effectivement, le bureau, peut-être que c'est dur un peu l'école parce que encore une fois, ces troubles de concentration ne sont pas encore forcément partout dans toutes les écoles très bien intégrés. Donc ça peut être un élément un petit peu stressant l'école. Et donc du coup, on se couche avec peut-être encore ce rappel de l'école, qu'on le veuille ou non, avec le bureau qui est en face de nous et peut-être les devoirs dessus. C'est très intéressant ce que tu dis parce que j'avais un couple d'amis qui avait un petit garçon qui ne dormait pas et qui ne voulait pas s'endormir. Et en fait, je suis venue passer un week-end chez eux et un peu maniaque sur les bords, puis j'avais un peu rien d'autre à faire à ce moment-là, donc c'était une bonne façon de m'occuper. J'ai rangé sa chambre. Mmh. Et ce soir-là, je devais garder ce petit garçon parce que ce couple d'amis profitait il y avait une amie à la maison pour pouvoir sortir en couple. Et il s'est couché. Et il s'est couché. Mmh. Et parce que j'avais rangé la chambre, il y avait des jouets, mais partout, tout le temps. Donc c'était vraiment le désordre incroyable. C'était impossible de marcher dedans s'il voulait se lever la nuit. Et Mmh. c'était hyper stimulant pour lui. Et du coup, le fait d'avoir tout rangé, ça l'a vraiment aidé en fait à dormir directement. Ça s'est vraiment mis en mode sommeil immédiat. Mmh. Donc ça, c'est beaucoup intéressant ce que tu dis. Je dirais que aussi il y a un truc important quand on partage, parce que moi aussi, quand j'étais étudiante, j'avais une chambre étudiante avec un bureau à côté de mon lit. Et je pense qu'il y a un truc qui est important aussi, c'est d'avoir une séparation parfois un peu matérielle, comme une espèce de paravent ou un tapis ou un élément qui va délimiter l'espace de travail et qui va le séparer du reste de la pièce pour vraiment créer un espace de sommeil et de récupération. Et puis moi, ce que je faisais aussi quand j'étais à l'université, et parce que j'étais en cité universitaire justement, j'allais travailler à la bibliothèque universitaire. Parce que déjà j'avais accès à la bibliothèque universitaire, elle n'était pas très loin, qu'en plus ça m'isolait complètement et que ça me permettait de travailler principalement dans un espace où c'est dédié à travailler et étudier et que je pouvais faire de ma chambre un espace où je dormais. Et c'est vrai que c'est assez important en termes de sommeil que de séparer ces deux espaces. D'ailleurs, c'est un petit peu la technique feng shui du tapis un peu ou du paravent qui fonctionne en fait souvent, hein, si je me trompe pas. Oui, ça fonctionne bien, tu as raison. Et pour les personnes qui peuvent vraiment pas le faire parce qu'ils ont vraiment un petit espace, un très très petit espace, tu vois, à ce moment-là, comme tu l'as dit, c'est soit travailler en dehors de chez soi, quand on arrive à se concentrer ou créer ce genre de moment, et si vraiment on n'arrive pas, c'est au moins ranger. C'est-à-dire qu'au moins, se mettre cette routine que tous les soirs, votre bureau est dégagé. Et que du coup, vous pouvez, enfin, tout est rangé, c'est-à-dire que, ne serait-ce que le fait que ce soit rangé, votre cerveau, en fait, il va comptabiliser ça comme done, c'est fait, la checklist est cochée. Et en fait, votre bureau, voilà, peut devenir autre chose. Vous pouvez très bien mettre, je sais pas, une nappe dessus, vous pouvez très bien mettre de la déco dessus qui fait
que si c'est rangé, effectivement, ça devient autre chose. Il y a une autre fonction. Et à ce moment-là, votre cerveau va l'intégrer. Mais oui, effectivement, c'est intéressant toutes ces notions, comme tu dis, de séparabilité. Et parfois, c'est ça qui est fabuleux avec le Feng Shui, c'est qu'il faut pas grand-chose parfois pour réussir à soulager une problématique. Tu parlais de ce petit garçon qui avait beaucoup de problématiques à dormir avec cette chambre en bazar au niveau des jouets. Moi, de ce que j'ai entendu, il y a l'aspect, comme tu disais, stimulation, de se dire, oh là, je peux encore jouer à plein de trucs, il y a mes jouets préférés par terre, pourquoi dormir, c'est nul de dormir. Et puis, il y a aussi l'aspect physique de se dire, ouais, mais si je me lève dans la nuit pour aller faire pipi, je vais peut-être marcher sur un G.I. Joe et je vais me faire mal aux pieds. Donc, en fait, il y avait peut-être aussi ce côté stress physique de, ah oui, mais voilà. Donc, en fait, le fait de ranger, comme tu l'as expérimenté, fait que, bah, lui, ça l'a, sur les deux plans, effectivement, ça l'a aidé. Et parfois, il suffit de changer un tableau. J'ai eu une cliente qui a travaillé dans le socio, dans l'aide sociale pendant toute sa vie. C'était pas forcément un choix. Donc déjà, elle n'avait pas forcément cette vocation. Donc énergétiquement, parfois, elle était un peu à plat. Et là, en pré-retraite, dans sa chambre, il y avait encore des symboles de main tendue, de l'aide à l'autre. Et quand on a discuté, je fais, mais est-ce que ça te fait vraiment du bien? Est-ce que ça te nourrit vraiment? Enfin non, j'en ai marre. Et donc du coup, je lui dis, ok, donc clairement, il faut que tu l'enlèves parce qu'en fait, ce job, encore une fois, il vaut mieux un bon égoïste qu'un mauvais altruiste dans le sens où l'égoïsme n'est pas mauvais. L'important, c'est de déjà penser à soi. Quand je dis mauvais altruiste, il n'y a pas de jugement, c'est dans le sens quelqu'un qui n'a pas forcément envie de faire un métier d'aide à l'autre, ça peut être très compliqué pour lui à gérer si c'est pas une vocation. Et donc du coup, voilà, ce tableau, elle lui rappelait ce côté de d'un métier qu'elle ne vivait pas comme une aubaine ou comme quelque chose qui lui faisait du bien. Donc voilà, le fait de l'enlever déjà fait que dans sa chambre, elle avait plus un rappel de tu dois aider l'autre, tu vois, ou en tout cas cette aide à l'autre qui n'était pas positive pour elle. Voilà, donc parfois il suffit d'un tableau, de ranger, de mettre un tapis comme tu disais, un paravent. Et tu as dit une chose très intéressante et du coup j'ai envie de revenir dessus. On est dans une culture où quand on est en couple, on dort ensemble. Et en fait, comme tu l'as dit, tu parlais d'human design, donc très intéressant. Hâte que tu m'en dises plus, ou si tu veux en dire plus ici, c'est très intéressant cette notion de transfert d'énergie quand on dort. Et de parfois, effectivement, on a beau aimer son compagnon ou sa compagne, effectivement, bah, ce transfert d'énergie, il est peut-être pas positif quand on dort parce qu'on n'a pas la même façon de se recharger ou n'hésite pas à nous en dire plus. Mais il y a aussi cette notion de, en fait, moi, je bouge beaucoup, par exemple. Je suis un calvaire pour les gens avec qui je dors. Mais parce qu'en fait, je suis comme ça, je bouge beaucoup dans la nuit, c'est un moment où je dois me défouler. Moi qui suis très énergique, voilà. On a un souvenir d'un week-end où on était sur des lits superposés. Et tu peux nous en La parler. petite anecdote, c'est Maud et moi étions dans un chalet avec des amis et nous dormions sur un lit superposé. Elle dormait en bas, je dormais en haut et j'ai dû partir dans la nuit parce que c'était juste pas possible. J'étais en plein bateau qui faisait naufrage parce que vraiment bouge beaucoup la nuit, c'est impressionnant vraiment. Genre c'était et comme le lit était pas extrêmement stable, j'étais au-dessus, ça n'a pas arrêté de bouger. Donc c'est la petite anecdote de le sommeil Voilà. n'est pas même d'une personne à l'autre. Oui, voilà, tout à fait. Il te faut quelqu'un qui a un sommeil très très lourd. Ou Moi alors, aussi, très léger aussi, c'est très compliqué. C'est-à-dire que les moindres bruits en fait vont vite me réveiller, la moindre lumière va me réveiller parce que j'ai une espèce d'hypervigilance aussi au niveau du sommeil. Donc c'est un peu le problème. C'est aussi cet aspect qu'il faut prendre en compte en fait quand on dort, c'est-à-dire d'essayer de créer un climat de sécurité absolu, c'est-à-dire ne pas se sentir en danger, ne pas se sentir menacé, ne pas avoir peur que quelque chose vienne nous déranger, essayer de prendre l'habitude de dresser les animaux, est-ce qu'ils viennent pas nous déranger dans le sommeil. Moi j'avoue, hein, j'ai un petit chat qui vient me réveiller la nuit quand elle a faim et qu'elle veut, elle va me réveiller et je suis obligée souvent de la pousser et des fois elle vole parce que pas le choix quoi. Enfin, il faut que je dorme. Donc des fois c'est un peu difficile d'envoyer un peu paître soit les enfants, soit les animaux, mais des fois c'est nécessaire. Pareil pour les partenaires, c'est-à-dire les partenaires qui prennent trop de place dans le lit, ou ceux qui font trop de bruit, ou qui ronflent, ou qui font. Enfin, des fois ça devient délicat. Faut accepter l'idée que de temps en temps on dort pas ensemble, c'est pas grave, pour avoir un vrai sommeil récupérateur, parce que sinon des fois le sommeil, si on se force à essayer de dormir à côté de quelqu'un qui a énormément d'énergie, c'est compliqué. Et donc, en Human Design, effectivement, on a souvent des centres qui sont indéfinis. Si ça intéresse des gens, je leur préciserai leur profil Human Design. On a des centres qui sont indéfinis et d'autres qui sont définis
pour d'autres personnes. Les personnes qui ont des centres définis, qui dorment à côté de ceux qui ont des centres indéfinis, c'est l'enfer pour ceux qui ont des centres indéfinis. Parce que les centres indéfinis se retrouvent remplis toute la nuit. Mhm. Et, euh, et alors, des fois, c'est un peu le rock'n'roll. Moi, j'avoue que quand je dors à côté de quelqu'un qui est justement dans un profil générateur, donc il y a le centre sacral qui est défini, le sommeil, je fais des rêves, mais alors dans tous les sens, il se passe vraiment beaucoup de choses dans ma nuit. Alors que quand je dors seule, quand je dors avec mon chat, c'est compliqué. Je fais aussi beaucoup de rêves, bref. Mais quand je dors vraiment seule, il y a un vrai truc énergétique qui fait qu'en général, il y a peu de rêves, il y a un vrai sommeil presque d'une traite qui se produit, puisque bon, mon centre il est indéfini, et puis il peut enfin se reposer, il est enfin tranquille. Donc ça fait partie de ces petites choses importantes du sommeil. Je voudrais qu'on revienne sur un petit peu les rituels du sommeil, parce que ça c'est aussi assez important. On y songe Avec pas. plaisir. Avec Oui, plaisir. je t'en prie. Je voudrais juste, excuse-moi, on va en parler avec plaisir. Du coup, par rapport à ce que tu dis, c'est super intéressant. Je voudrais juste quand même appuyer sur deux choses. On se les a dit, mais les lits superposés, ça peut être compliqué pour les enfants. Donc, écoutez vos enfants si effectivement vous sentez qu'il y a celui du dessus, parce qu'on donnait cet exemple, mais en fait, il y a, effectivement, c'était, alors, je suis encore désolée de t'avoir empêché de dormir, mais en effet, effectivement, derrière, comment dire, il y a un vrai problème pour les gens qui ont, pour les familles où il y a effectivement pas beaucoup de place, et je comprends très bien la problématique, mais où le lit superposé peut effectivement pour celui qui dort au-dessus ou en dessous être un problème. En dessous, on peut avoir peur que l'autre nous tombe dessus. Hein. Effectivement, ça peut être effectivement aussi raisonné parce que parfois les lits superposés ne sont pas dans une qualité extraordinaire et celui du dessus peut avoir l'impression d'être un peu écrasé avec le plafond au-dessus. Donc, c'est très important de voir si on peut le faire, peut-être une autre solution, de voir si l'enfant dort bien, est-ce que c'est une problématique et revenir sur ce que tu disais. On est dans une culture où effectivement c'est mal vu de dormir séparés parce qu'on a l'impression que mais non parfois ça peut sauver des couples en effet de se dire si on peut avoir deux chambres et puis dormir en fonction au maximum séparés quand il y a des problématiques de sommeil plutôt que d'en plus pouvoir supporter son conjoint parce que c'est notre cause d'insomnie ou de mauvais sommeil. Donc voilà, je veux juste appuyer là-dessus, il n'y a pas de honte à avoir un autre fonctionnement que ce qui est socialement comment dire accepté si ça vous permet de supporter votre compagnon au quotidien parce que vous n'allez pas le subir dans la nuit. Voilà, je voulais juste insister là-dessus et avec plaisir pour parler des routines. Alors, ouais, on va parler donc des routines. Très intéressant ce que tu viens de dire. Merci d'avoir insisté sur le sujet. Les routines de sommeil aussi, c'est important parce que bah, votre cerveau, comme je l'ai dit, il a besoin d'enclencher le sommeil. Et en fait, c'est une petite musique qu'il a besoin de se jouer à lui-même d'une certaine manière. Alors, je suis désolée s'il y a du bruit, il y a des chats qui font des conneries à côté. Donc, d'enclencher une petite routine de sommeil, c'est bah, ritualiser on va se brosser les dents, on va se démaquiller pour les femmes, enfin tout un ensemble de routines en fait un petit peu importantes. Ces routines, elles créent en fait une habitude pour le cerveau, parce que le cerveau, il a besoin d'une habitude pour le sommeil. C'est pour ça que c'est d'autant plus important de ritualiser le sommeil chez les enfants, parce que justement, ça leur donne cette petite routine constructive qui va les aider en fait à savoir faire venir le sommeil, et que quand un enfant il lutte contre le sommeil, l'enclencher dans sa routine va faire venir souvent le sommeil. C'est-à-dire que ça va amener ce côté de ah mais t'as pas sommeil mais c'est pas grave, on va quand même brosser les dents et puis on va quand même enfiler le pyjama et puis vraiment d'être en mode d'accepter en fait de lui dire mais non tu vas dormir, ça met la pression à l'enfant, d'être en mode non non pas de souci, t'arrives pas à dormir, mais pas de souci, on va jouer le jeu de refaire la routine. Et en fait cette routine des fois elle va amener justement le sommeil assez naturellement. Et aussi une autre routine, et celle-là elle est un peu plus pour les adultes, c'est celle moi je vous donne un conseil, lorsque vous en avez trop plein la tête, vraiment plein la tête, et que vous avez besoin de penser à ce qu'il faut faire le lendemain. Déjà, notez dans votre agenda pour le lendemain matin les choses que vous devez faire. Si c'est un truc dont vous devez vous souvenir pour le matin, vous avez un téléphone pour la plupart d'entre vous. Si vous n'en avez pas, vous avez un agenda. Vous pouvez acheter un agenda et vous pouvez noter dedans ce que vous devez faire pour la journée. Qu'est-ce qui vous attend?
Notez-le si vous avez peur de l'oublier, comme ça au moins c'est noté quelque part, vous êtes sûr que ça va venir. C'est-à-dire qu'au réveil, c'est la première chose que vous allez checker, votre agenda, ou bien vous mettez 10 minutes après l'heure de votre réveil, votre agenda qui vous envoie une alerte, comme ça vous êtes au courant de ce qui se passe dans la journée, vous pouvez vous remettre dans votre journée, et ça vous permet de lâcher prise dans la nuit, c'est-à-dire ne pas penser aujourd'hui à qu'est-ce que je dois faire demain. Même si des fois la nuit porte conseil, il y a des gens qui ont besoin de ça pour réfléchir et pour décanter des sujets pour lesquels ils n'ont pas réussi à décanter. Bref. La deuxième chose, c'est si vous avez des soucis personnels, surtout dans des problèmes au niveau relationnel, des problèmes au niveau, je sais pas moi, amoureux, affectifs, familiaux, etc., et que ça vous empêche de dormir, pareil, prenez un carnet à côté de votre lit et écrivez-le le soir. Prenez un stylo et écrivez dans votre carnet, déchargez-vous. Faites un vrai, on dépose son cerveau dans le carnet, on vide tout ce qu'on a besoin de vider. Ça a un aspect même thérapeutique, c'est-à-dire que ça permet vraiment de décharger les choses qu'on a sur soi et qui sont encore trop présentes. On les met dans le cahier et on ferme le cahier, on essaye de l'éloigner un petit peu du lit, mais on fait en sorte on l'a posé dans le cahier. C'est plus là, c'est dans le cahier. Et ça, c'est pas grave. Et c'est bien parce que ça fait du bien, en fait, de faire ça aussi. Ça permet de décharger, ça permet un petit peu de calmer, en fait, le brouhaha mental. Après, tout ça, ça demande forcément une certaine forme de discipline et je sais qu'on vit dans un monde où la discipline est compliquée. Je sais que c'est difficile de créer des routines de discipline saines, donc je comprends 100% que c'est pas toujours évident, mais si vraiment vous avez des périodes où vous sentez que ça commence à devenir vraiment pesant en termes de sommeil, prenez un cahier, videz-vous tous les soirs, vous allez voir pendant quelques jours, si vous faites ça, déjà, ça apporte une certaine forme d'amélioration qui est toujours intéressante. Aussi, un élément qui est important pour le cerveau, c'est que pour s'endormir, eh bien, le cerveau, il a besoin qu'on fasse des mouvements de droite à gauche avec ses yeux. C'est d'ailleurs une méthode qu'on utilise en psychologie qui s'appelle le MDR et qui consiste en fait à faire avec des mouvements rapides des yeux, en fait, de la remontée de souvenirs traumatiques et qu'on peut accompagner, mais qui permet aussi des fois, en fait, de donner une espèce d'état d'hypnose. C'est pour ça que souvent en hypnose, on fait un petit truc qui se balance. C'est un mouvement qui crée une baisse d'attention et qui fait s'endormir. Et donc, la lecture, c'est génial pour s'endormir pour ça, parce que ça va créer ce mouvement des yeux de gauche à droite. J'en étais arrivée au point où, à une période de ma vie où je pouvais pas lire hors de mon lit, parce que tout hier, j'allais m'endormir, donc j'étais mort. Et, donc, si je lisais hors de mon lit, je finissais par m'endormir dans le canapé ou m'endormir là où j'étais. Dans les transports en commun, ça n'aidait plus, c'était compliqué, surtout quand on est fatigué, la lecture, ça va vraiment stimuler. Donc, si vraiment vous avez un problème d'endormissement, mais que vous n'avez pas de livre, ou vous n'aimez pas lire, vous pouvez toujours jouer ce jeu, même les paupières fermées, de faire ce mouvement de gauche à droite, comme ça avec vos yeux, qui va créer en fait un balayage en fait au niveau de la stimulation. Je ne sais pas si c'est le mouvement de la rétine aussi qui crée ça, mais en tous les cas, ça crée un mouvement de gauche à droite et votre cerveau en fait au niveau cognitif, il le comprend vraiment comme tiens, faut s'endormir. C'est d'ailleurs ce qu'on voit souvent quand les gens qui sont très 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 fatigués, on voit leurs yeux qui commencent à faire un petit mouvement de tressautement comme ça, de l'œil qui fait des allers-retours, et ils vont s'endormir, ces gens-là, ils vont piquer du nez. Et ça arrive aussi chez les enfants, on commence à les voir faire des petits gestes comme ça, là, il faut les laisser faire. Faut pas hésiter à le faire. Et il faut pas hésiter avec les enfants à faire la même chose, c'est-à-dire justement à leur faire une stimulation qui est celle on va leur faire une légère bascule comme ça, où on peut peut-être leur raconter une histoire avec un petit jouet qu'on bascule comme ça de droite à gauche. Et en faisant cette espèce de basculement, il y a un endormissement qui peut se créer. Donc ça, c'est un peu un trick, une petite astuce pour tromper un peu le cerveau qui a du mal à s'endormir, mais de temps en temps de lui faire comprendre, mais si on peut s'endormir, ça fait baisser légèrement la vigilance en fait, ça permet d'amener en fait cet endormissement. Et puis, je dirais qu'il y a aussi un truc qui est important, c'est quoi votre position pour vous endormir? Alors moi, j'ai vraiment une technique pour m'endormir, je sais que je m'endors que sur le ventre. C'est vraiment, il y a un truc j'arriverai pas à m'endormir dans une autre position, c'est compliqué. C'est à rallonger sur le dos, je me sens en danger. Allongé sur le côté, c'est assez rare que j'arrive à m'endormir. Ça arrive, mais c'est assez rare. Sur le ventre, c'est vraiment la position idéale pour m'endormir. Et c'est compliqué si j'ai pas le bon lit pour accueillir en fait cette position allongée sur le ventre. Donc il faut un lit qui soit quand même un minimum ferme. C'est toujours la contrainte en fait quand on veut s'endormir sur le ventre. Il faut être équipé de pas trop gros seins qui bloquent le passage et qui sont compliqués. On est d'accord aussi que ça peut poser problème. Je comprends qu'il y a beaucoup de femmes qui ont du mal à s'endormir, donc il y en a qui mettent un oreiller en dessous, etc. Mais la position d'endormissement, elle est aussi importante.
C'est-à-dire que si vous essayez de vous endormir dans une position qui n'est pas la bonne, et que vous êtes quelqu'un qui a du mal en fait à l'endormissement aussi dans certaines positions, eh bien, prenez le temps de faire lentement tous les gestes que vous avez besoin de faire pour vous mettre dans la position, parce que vous êtes en train de donner aussi l'information à votre cerveau de on fait ça doucement et lentement, donc on fait ça avec délicatesse, on est en train de se bercer soi-même en fait. On est en train soi-même de se donner, si on est en mode genre, ah, j'aime pas cette position, puis je me retourne d'un seul coup, puis je tire un coup le duvet, puis je tire le coussin, enfin, c'est hyper violent, votre corps il s'endormira jamais. Il s'endormira Ah jamais, ouais, vous êtes en train de faire un marathon dans votre lit. c'est très vrai. Alors, c'est très intéressant ce que tu dis. Effectivement, je rebondis là-dessus parce qu'en fait, l'aménagement est important, mais aussi l'équipement. C'est que, en plus, quand on a des problèmes de dos, c'est important d'avoir un matelas qui soit ferme. C'est important d'investir quand on le peut dans ce type d'équipement. Il vaut mieux effectivement des chaises qui soient un petit peu moins qualitatives comment dire, renforcer avec des coussins ou voilà. Mais le fauteuil de bureau quand on travaille de chez soi ou même le fauteuil de bureau au bureau. Mais en tout cas, le lit, c'est un des indispensables. On y passe quand même environ 8 heures par jour, par nuit. Et quand on a des problèmes de dos ou même quand on n'en a pas, en fait, c'est quelque chose qui va nous aider à nous endormir, comme tu le dis. Un matelas qui est trop mou, on va avoir, comme tu l'as dit, du mal à s'endormir parce que on va être aussi dans cette notion de, mais en fait, le corps, c'est enfin, je fais que paraphraser ce que tu as dit, mais en fait, c'est très vrai. Le fait de se dire qu'on va effectivement peut-être pas trouver sa position, mais qu'on peut aussi se réveiller dans la nuit avec des mal de dos, en fait. On va avoir mal au dos. Donc, effectivement, on va aussi commencer sa journée en ayant peut-être du coup créé une problématique pendant la nuit. Et donc, du coup, effectivement, la fermeté du matelas, c'est très important. N'hésitez pas à aller chez des marques qui en vendent et de bien tester, de pas acheter tout de suite, voire économiser. Vous avez aussi des marques qui font des paiements en 10 fois sans frais, c'est vraiment très avantageux. Mais en effet, le matelas, c'est super important et les oreillers aussi, bien sûr, parce que voilà, c'est quand même tout ce qui va soutenir la colonne vertébrale, les vertèbres, etc. Et c'est super, super important. Et par rapport à ce que tu disais, j'aurais aussi rajouté une routine super intéressante, toutes les routines que tu as données. Une qu'on m'a conseillée et qui marche bien aussi, le fait d'arrêter les écrans environ 1 heure avant de s'endormir. J'avoue que je ne le fais pas toujours, et d'ailleurs je vois la différence de qualité de sommeil entre le moment où je le fais, où je vais vraiment avoir cette heure où il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de musique, ou alors une musique qui est plutôt favorable à l'endormissement, et les fois où je le fais pas. C'est qu'en fait, votre cerveau a pas du tout le même qualité de sérénité avant de s'endormir. Voilà, je sais pas si tu l'as testé aussi, mais cette notion, tu parlais de lire avant de dormir. Voilà, c'est le moment où même si moi qui suis un peu hyperactive, c'est le moment où je vais avoir du mal à peut-être me poser pour lire avant de dormir, mais où je vais faire des choses sans bruit, sans musique, sans écran, et en effet, le sommeil après est vraiment différent. C'est très intéressant. Et en fait, on se rend pas compte à quel point les écrans nous nourrissent avec énormément de choses dans notre cerveau, créent énormément d'activités encore énormément d'activités d'attention. Et en fait, le problème, c'est que quand on reste en mode attention, eh bien, on reste en mode où le cerveau, il se rend disponible pour l'extérieur, mais pas pour l'intérieur. Et c'est le moment, en fait, de rentrer dans son intériorité. Après, je peux comprendre que c'est compliqué. Moi, je fais partie de ces gens qui gambergent facilement. Mhm. Et que les écrans aussi, ça peut moins me servir à détourner l'attention de la gamberge, quoi, d'éviter le cerveau qui part à 260 à l'heure, mode Mustang, je cours dans la prairie et pendant longtemps, et non-stop. J'ai parfois, moi, plus de problèmes d'endormissement sans écran qu'avec un écran en m'endormant. Mais je suis 100% d'accord avec le fait que de temps en temps, ça n'aide pas non plus, hein. C'est pas la stimulation idéale. Moi, j'ai pas de recette idéale, mais je dirais qu'effectivement, le lire, ça reste l'élément le plus efficace, pourvu qu'on lise quelque chose qui soit pas non plus trop stimulant intellectuellement parlant. C'est-à-dire si on lit un livre hyper sérieux qui fait réfléchir sur, je sais pas moi, le rapport à la vie, le rapport à la mort, le rapport à l'amour, le rapport au travail, etc. Enfin, tout ça, ça reste des éléments qui risquent de stimuler quand même beaucoup le cerveau, alors qu'un livre un peu léger, un peu bien écrit, poétique, ou voilà, ça marche pas bien pour endormir le cerveau, ou avec des aventures, si on aime bien les aventures. On n'est pas obligé de lire. Il y a des gens qui ont tendance à aimer l'histoire de la berceuse, donc ils vont écouter des histoires pour s'endormir. Ça marchera aussi bien pour endormir le cerveau si le cerveau a besoin de ça. Mais
en fait, il n'y a pas une méthode pour avoir un bon sommeil, qu'on soit bien Mhm. clair. Il n'y en a pas une, il y en a 50. Et je dirais que pour avoir un vrai bon sommeil, il faut pas hésiter à expérimenter plein de choses pour trouver en fait quelles sont les petites clés qui fonctionnent pour s'endormir. Moi, j'ai un petit truc, j'aime bien frotter mes pieds l'un sur l'autre, comme ça. C'est Mhm. vraiment dans l'endormissement, surtout s'ils sont froids, mes pieds, alors vraiment, et c'est une espèce de routine que mon cerveau fait un petit peu, très délicatement, des fois je le fais juste comme ça, un petit peu, juste un peu, mais c'est bien. Et si j'ai quelqu'un dans le lit, des fois je le fais avec la personne à côté. Parce que ça me fait une nouvelle stimulation, c'est rigolo. Mais voilà, il y a un peu ce côté contact physique qui est assez doux, assez tendre, assez agréable, Mhm. qui peut faire partie de ces rituels de sommeil. Faut pas hésiter. Je connais quelqu'un qui a un doudou encore, même à l'âge adulte, et qui du coup en fait stimule son doudou. C'est un geste de stimulation Mhm. mentale. Juste, le truc important, en fait, c'est que le cerveau, il fait d'habitude et le sommeil, c'est une habitude. Donc, il faut toujours essayer de l'associer avec une routine. C'est vraiment important de ne pas négliger la routine de sommeil, ne serait-ce que deux ou trois choses à faire qui sont des étapes vraiment primordiales, genre se brosser les dents, par exemple, poser ses vêtements ou enlever ses vêtements ou enfiler un pyjama ou vraiment faire ça. Deux ou trois choses qui sont un peu importantes, quitte à c'est pour ça qu'on dit compte les moutons. C'est aussi une façon de créer une espèce d'habitude. Mhm. Compter les livres que vous avez autour de vous, ça peut être une idée. Compter les objets d'une certaine couleur, si vous avez besoin, etc. Enfin, vraiment, ce côté un petit peu habitude va créer en fait forcément une certaine stimulation du cerveau qui va dire on est en train de faire ça, c'est que le sommeil arrive. Et le corps, il est toujours content de s'endormir parce que ça lui fait toujours du bien. Donc, il sera toujours en mode où il va vous accompagner dans cette magnifique routine. Donc, forcément, ça va fonctionner, quoi. Bah, très intéressant ce que tu as dit, justement, de ce que j'entends, c'est vraiment cette notion de, comme tu le disais, de chercher en fait ces routines bien-être et c'est le moment idéal pour le faire. Je me souviens tu disais dans un épisode précédent d'Hippie Matin que c'est pas le moment pour faire du travail sur soi en fait. Et c'est intéressant ça aussi que parfois dans la journée, surtout quand elle est dense, on va se dire bon ok, là je me pose, je vais pouvoir réfléchir à ça, et en fait non, ça ne fait qu'augmenter ou qu'intensifier la charge mentale parce qu'en fait ce seul moment de repos, de routine liée, comme tu le disais, à son endormissement, qui peut être lié, comme on l'a vu justement, à cette notion de rapport au corps, rapport aux émotions, rapport à qu'est-ce qui fait que je vais bien partir dans le sommeil. En fait, c'est effectivement pas le moment pour remuer ça. Il vaut mieux prendre dans son agenda une demi-heure, une heure. Bien sûr, faire appel à un professionnel ou une professionnelle pour en parler, pour justement mieux dormir. Parce que le cerveau aura eu des réponses et des solutions à ce qui l'empêche de dormir dans la nuit. Voilà, donc cette notion aussi de pas hésiter quand on a un problème qui tourne en rond, à justement aller voir une coach, aller voir quelqu'un qui va vous aider à trouver des solutions aussi. Je trouve qu'on dort mieux quand on a aussi. Ouais, je suis 100% d'accord avec toi dans le sens aussi, forcément parce que c'est ma profession, mais surtout parce que si le seul moment où vous êtes amené à pouvoir réfléchir sur vous-même, c'est le moment où vous endormez, il y a un problème. C'est-à-dire qu'en fait, c'est que vous ne parvenez pas à accorder du temps à votre cerveau dans des moments où vous êtes prêt, où vous êtes prêt à recevoir, vous êtes prêt à réfléchir, vous êtes prêt à prendre du recul. Si vous n'arrivez à le faire qu'au moment où vous vous couchez, ça veut dire qu'il y a un vrai problème, c'est que vous êtes déconnecté déjà de vous-même, vous n'êtes pas présent à vous-même toute la journée, donc ça c'est un peu un problème clair. Mais c'est aussi une façon de dire, c'est la sonnette d'alarme, c'est-à-dire que votre temps, il est tellement occupé et stimulé à faire autre chose que de vous occuper de vous, que le seul moment où vous avez l'impression de pouvoir vous occuper de vous, c'est le moment où vous allez vous endormir. C'est un signal ding 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 là. Effectivement, c'est le moment de se poser la question de est-ce que j'aurais pas besoin d'aller voir un professionnel pour parvenir à m'accorder du temps là-dessus et à pouvoir prendre du temps. Est-ce que ça vaudrait pas le coup aussi de prendre un peu de repos, de prendre des vacances ou de faire une pause, de ralentir un peu le rythme de la vie, c'est-à-dire là stop, ça va trop vite, c'est la cavalcade tout le temps. J'ai plus le temps de penser à moi, ça plus du tout. Donc si le seul moment où vous pensez à vous-même, c'est le moment où vous endormissez, enfin vous endormez, pardon, et au niveau de l'endormissement, ça va forcément être difficile. C'est là où justement on fait ce qu'on appelle
appelle le scroll infini, parce que justement, on n'a pas eu le temps de penser à soi. Ben, on a besoin de scroller pendant un certain temps parce que ben, le cerveau, il a du mal. Il voudrait qu'on aborde des sujets, puis en fait, il peut pas. Et puis voilà, c'est un peu difficile. Il y a aussi un autre sujet qu'on peut aborder très brièvement, puisqu'on va peut-être pas non plus faire. On pourrait parler de ça pendant des heures. C'est le fait que on a l'impression de ne pas avoir fait assez dans sa journée. Il y a aussi Mhm. il y a des gens qui vont se coucher en disant j'en ai pas fait assez, j'ai pas le droit de dormir. Une espèce de punition qu'on se fait à soi-même, des fois de se priver de sommeil parce qu'on n'a pas fait assez dans sa journée, on aurait dû faire plus. Alors ça, c'est le piège parce que c'est complètement faux. Il y a des jours où on n'est pas productif, c'est pas grave. Il y a Mhm. des jours où on n'a pas de productivité immédiate. Il y a certaines choses, elles ont besoin de maturer. C'est comme bah, la cuisson dans le four, quoi. Il faut laisser le temps au gâteau qui monte, hein. Mhm. Donc si on est en mode où quand on fait un gâteau, on laisse pas le gâteau monter, bah forcément on passe à côté de la possibilité d'avoir un vrai gâteau bien gonflé, etc. Et ben il y a des jours c'est la même chose. On n'aura pas de productivité et c'est pas grave parce que ça va aider les autres jours à être plus productifs si on a des jours de réflexion à améliorer justement la qualité de ce qu'on fait, à améliorer la réflexion, à améliorer le sens de ce qu'on est en train de faire. Donc il y a une vraie culpabilité qui des fois peut s'installer, qui empêche de dormir et c'est pas une bonne idée. Donc je Mhm. dirais que aussi pour s'enlever de cette culpabilité, c'est pour ça que le petit carnet il est important à côté de son lit. Il faut se décharger un peu de cette culpabilité. Genre aujourd'hui, ben, je me sens coupable parce que j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. On le pose dans son cahier et puis voilà, on l'a confié au cahier. Maintenant on laisse tomber et on se laisse dormir. Et demain sera un autre jour et on arrivera à avoir une autre stimulation. Beaucoup de gens qui sont dans des états dépressifs, en fait, ont cette impuissance. Et elle va Mhm. s'accumuler. Et plus elle va s'accumuler, moins le sommeil il va être là. Et plus on va être fatigué, moins on va parvenir à être productif. Donc ça sert à rien. Ça devient une espèce de cercle vicieux. C'est l'enfer. Mhm. Donc l'idéal, c'est vraiment d'avoir cette décharge de culpabilité, de on s'enlève. C'est pas grave. Il y a des jours où on n'est pas productif. Si on s'endort pas parce qu'on a l'impression de ne pas avoir été productif, bah, c'est justement parce qu'on aura bien dormi qu'on parviendra à devenir productif. Donc c'est pas en s'empêchant de dormir que ça va fonctionner. Voilà. Ouais, c'est très intéressant. Et j'ajouterais juste une chose, effectivement, tu l'as abordé tout à l'heure, juste une chose en Feng Shui que je voudrais qu'on aborde avant de finir cette vidéo. Cette notion justement de direction et de secteur favorable, tu en parlais tout à l'heure pour toi. Et je voulais juste dire effectivement que pour accompagner ça, parce que c'est très intéressant tout ce qu'on s'est dit, on peut aussi s'aider de sa maison par rapport à ce sommeil, donc avec tout ce qu'on a déjà vu. S'aider soi-même, comme tu l'as expliqué, justement, avec toutes ces routines positives, le fait d'accepter que parfois on a besoin de travailler sur soi, pour justement retrouver le sommeil et tout ce qu'on s'est dit. On peut aussi s'aider des directions favorables. Il y en a 4. Alors, je vais en parler brièvement, mais il y en a 4 en Feng Shui qui vous permettent de nourrir aussi bien la santé, tout ce qui va être lié à la pensée, structurer sa pensée, on en parlait aussi, et tout ce qui va être lié au sentiment. Et la quatrième, qui est un peu l'alignement des 3 premières. Donc, ces énergies, en fait, elles vous sont disponibles toute la journée chez vous. Mais quand vous dormez, en fait, c'est une façon de vous recharger, comme vous rechargez votre téléphone la nuit. Ça vous permet, sans rien faire, effectivement, de pouvoir vous donner de l'énergie pour ces domaines de vie, pour ces parties de votre personnalité ou de votre vie. Donc autant en profiter. Ouais, et on le rappelle, ces directions favorables, elles diffèrent parfois d'une personne à l'autre parce Ouais, que bah, tout le monde n'a pas le même chiffre quoi, comme on dit. Si je me trompe pas, effectivement, pour avoir votre chiffre quoi, bah, contactez Maud, elle vous le dira. merci. Merci. Donc voilà, effectivement, donc merci pour ça. Et oui, donc très intéressant. Et du coup, je sais pas si tu le ressens aussi, mais j'ai l'impression qu'on est dans une génération. Tu l'as énoncé tout à l'heure, donc je voudrais juste en reparler. Ça me paraît important où il y a ce besoin de retrouver de la discipline. Et moi, la première, parce qu'effectivement, comme tu le disais, on est sursollicité. On est dans une société justement, enfin dans une génération où on est tellement stimulé que qu'arriver à décrocher de Netflix, arriver à décrocher des réseaux avant l'épuisement, c'est peut être assez compliqué pour certaines personnes, pour plein de raisons. Du coup, cette importance de revenir à la discipline pour justement retrouver une qualité de sommeil qui permet de réenclencher des cercles vertueux au lieu d'être dans un cercle vicieux d'épuisement et tout ce qui va avec. Donc c'était très intéressant.
Ouais, c'est se réconcilier en fait avec une forme de discipline parce que je pense que la génération actuelle, enfin le Gen Z, Gen Alpha, etc., ils ont beaucoup de mal avec cette discipline parce qu'ils ont du mal à se réconcilier avec, ils ont du mal à voir en quoi elle a quelque chose de positif. Pour eux, la discipline a une vraie dimension négative, de punition, de c'est punitif, c'est scolaire, c'est etc. C'est le monde dans lequel ils ne croient pas et c'est normal enfin, si on se met à leur place, je comprends. Tu arrives dans un monde où on t'explique que tout est pollué, que le travail, ça sert à rien de travailler dur. De toute manière, tu gagneras pas forcément plus d'argent. Que des gens qui travaillent pas grand-chose, ils gagnent énormément. Enfin, c'est une génération qui voit tout plein de contradictions dans ce monde. Donc, c'est difficile de les réconcilier avec la discipline. Mais il faut comprendre que la discipline, c'est vraiment une addiction qui a bien tourné. Donc, comme c'est une addiction qui a bien tourné, ça veut dire qu'il faut savoir faire de ces routines quelque chose qui est addictif positivement et quelque chose d'intéressant qui Mhm. est, j'ai envie de dire, n'importe quelle routine du soir qui permet de s'endormir sera la bonne. Et je dirais qu'il n'y en a pas de mauvaise pourvu que ça fonctionne. Pour déculpabiliser aussi certaines choses, ils disent oui, mais moi j'ai besoin de me masturber pour m'endormir. Bah, c'est parfait, c'est très bien. Si c'est une routine qui fonctionne, c'est très bon pour le corps, ça fait pas de mal, ça fait bien l'esprit, etc. Donc l'idéal, c'est de parvenir à se masturber sans stimulation. C'est celle de parvenir à juste s'endormir en se masturbant, mais sans regarder des images, etc., ou sans être sur son téléphone, parce que justement, d'essayer de faire preuve d'imagination mentale. Mais si ça, c'est une routine qui fonctionne, eh bien, pourquoi ne pas en faire une discipline? Voilà. Et c'est là où on Manifester peut les se choses. réconcilier avec la discipline. Pardon? Pardon, excuse-moi. En plus, on peut manifester, voilà, si on croit à ça, on peut manifester en plus des choses. Donc, n'hésitez pas à faire des demandes à l'univers en même temps. Voilà, tout à fait. On terminera donc sur cet épisode sur la masturbation. On vous remercie pour ceux qui nous ont suivis, ceux qui nous regarderont plus tard. On vous rappelle que tous les samedis, on est là. Et la semaine prochaine, nous allons avoir une invitée qui va venir pour discuter avec nous. On a vraiment hâte. On fera très, très bientôt un petit teasing pour vous en parler. On sera ravis de le faire. On est très content de passer ce samedi matin avec vous. On vous embrasse très fort. Si vous aimez, likez, partagez, mettez des commentaires. C'est comme ça que vous nous aidez à avoir de la visibilité. Abonnez-vous, bien évidemment, si vous n'êtes pas encore abonné, et invitez vos amis à s'abonner à notre chaîne et à participer à nos émissions. Voilà, on vous remercie beaucoup, on vous souhaite une très bonne journée. À bientôt, merci.